Salut tout le monde! La forme ou quoi? Un beau petit avion ce soir. Pas connu, un oiseau rare, hein? C'est qui? C'est qui l'animal du chat qui me harcèle avec cet avion depuis des mois? À chaque fois qu'il sub, Pépé, fais monter mon Blackburn Rock. Eh ben tu l'as ton avion de merde. Il est là. Tu l'as voulu, tu vas l'avoir. Oh Fitri. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, je perds le nord avec les subs. C'est Fitri qui fait péter les subs. 34 subs sur ma chaîne, Fitri, j'espère que tu peux te permettre de faire péter ta carte bleue comme ça. Alors, le chat, qui dans le chat veut cet avion? Qui l'a demandé? Je sais que t'es là. Ou pas? Tu te dénonceras sur YouTube alors. Tu diras c'est moi Pépé qui t'ai fait chier avec cet avion de merde. Parce que oui, le Blackburn Rock est considéré par les puristes comme un des avions les plus merdiques de la Seconde Guerre mondiale. Alors, on va recontextualiser. Peut-être que c'est un petit peu trop de dire ça pour ce malheureux Rock. Il a peut-être pas mérité ça. Mais, bon, c'est quand même un gros avion de merde. Voilà. A plus, un Warfish sur le surcouf. Non. Quoique, mais il a rien fait le surcouf, quoi. Enfin, le surcouf... Ton gros sous-marin, là, il a fait quoi? Hein? Ah, il est beau, hein, me te méprends pas, j'adore le surcouf, hein. Mais c'est un peu de la merde, quoi. Il a coulé, il a coulé, ouais. Oh, Panouz, 39 mois. Merci, mec. 39 mois, Panouz. Ouais, ça excite encore les théoristes. Même si là, le surcouf, on est quand même à peu près sûr maintenant de ce qui... Voilà, il l'a eu, hein. Le Latiltar, c'est quoi ton machin? C'est quoi ça? Si je tape ça sur Google, je tombe dessus? Parce que bon, des trucs pourris, là. Qu'est-ce que c'est que cette merde, encore? Oui, ok. Écoute, je vais l'écrire, hein. Hop. Attendez, je vais vérifier, parce que si c'est pour tomber comme certains me demandent des espèces de traîneaux soviétiques tirés par des cerfs, j'ai déjà vu ça, Ah oui, là, Tiltar, magnifique, je le connais pas, mais il est beau. Mine de rien, Fitri, il a bon goût, hein. Il me demande des véhicules logistiques français pas dégueulasses. Il est très très beau, Fitri. J'ai hâte de le traiter, ce véhicule. Attends, je vais le mettre sur ma liste. Magnifique petit truc. Je le connaissais pas. Écoute. Moi, j'aime bien découvrir des nouveaux véhicules. Hop, hop. Voilà, et je loupe des subs forcément. Hein. Voilà, hop. J'arrive. El Giro, 20 mois. Merci, mec. Pour le véhicule de ton choix, Pépé. Tu sais quoi, j'en ai tellement sur la liste en ce moment de véhicules que ça fait longtemps que les trucs de mon choix, je ne les fais pas pour traiter en priorité les écuries d'Ogia qu'il y a derrière. Voilà. Stéphane. Merci, mec. Tu peux avancer le Grand. Ouais, le Grand, attends. Le Grand, je l'ai vu. Hop. War Tank. Tac. Non, ça c'est... Hop, hop. Le Grand. Hop. Le Grand, faudra qu'on le fasse aussi bientôt. Hein. Il monte vite. Ça, je peux le virer. Ça a été fait. Voilà. Bah oui, rien n'est à jour. Hein. Voilà. Bon. A déjà été demandé une merveille. Ouais, mais Shinden, c'est du proto qui a volé une fois, quoi. Il me faut un vrai avion. Le Koenigsteiger. On fera qu'on le fasse, le Koenigsteiger, de toute façon, tôt ou tard. Il est sur la liste, hein. Vermetto. Oh là 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 là. Et Zero Isega. Bon, les mecs. Aurais-tu un livre à conseiller sur la vue américaine et anglaise du début de la campagne du Pacifique? Non. Par contre, je conseille... merci les mecs. Vermetto, merci beaucoup. Je recommande le bouquin The Shattered Sword. D'accord? The Shattered Sword, c'est la Bible, maintenant, de la guerre du Pacifique sur les... jusqu'à Midway. Je vous recommande ce livre, d'accord? Je peux pas le traiter sur un Warbird, il est juste trop gros, malheureusement. Mais je vous recommande le bouquin. The Shattered Sword. Je sais pas s'il est en français, donc faites pas chier, apprenez l'anglais, c'est une langue facile. Et ça vous permettra de lire plein de super bouquins. Voilà. Alors, est-ce que je peux commencer? On va parler du Blackburn Rock. Donc oui, cet avion, il a une belle gueule, d'accord? Comme je dis, moi j'aime les avions qui ont de la gueule. On va pas lui enlever ça. Qu'il a quand même un côté steampunk avant l'heure, même un petit air de Skyrider. C'est une belle machine. Il est gros aussi, on va reparler de ça. C'est un très très gros avion, le Blackburn Rock. Donc déjà, le Rock,
n'est pas un avion de la Royal Air Force, d'accord? C'est un avion issu, hop, de la Fleet Air Arms. C'est la branche aérienne de la Royal Navy. La Royal Navy a ses propres avions, des avions, on dirait un Fairey Battle. On va reparler du Fairey Battle. Il est indirectement lié à cet avion. C'est qu'il a un mauvais moteur. Pas tant un mauvais moteur qu'un moteur avec un manque de puissance flagrant. C'est un avion sous-motorisé. Je veux le B-24. Le B-24. On n'a pas déjà fait le B-24 Liberator? Non. J'ai pas fait le B-24? Mais vous savez, les Warbirds, moi, je me rappelle pas de ce que j'ai eu à petit déjeuner. Hein. On n'a pas fait le B-24? Ah, écoute. Éventuellement, est-ce que je le vois dans la liste? Au pire, le B-24, on le fera peut-être en épisode spécial à un moment. Hop. Ah oui, B-24, en effet, tu l'as déjà demandé. Tac, tac, B-24, voilà. Dûment noté. Hop. Ouais, mais les... Voilà, il y a les stars, il y a plein de bons avions, mais bon, les gens préfèrent demander des merdes comme le Blackburn Rock, hein. C'est pas de ma faute, hein. C'est pas de ma faute s'il est merdique, cet avion. Mais on va en parler. On va expliquer pourquoi il est merdique, vous voyez? On va rentrer en détail de pourquoi cet avion est une merde et une larve. Mais on va l'expliquer, on va pas juste taper dessus comme certains, parce qu'on l'a lu, c'est une merde. Non. Il y a des raisons de pourquoi cet avion est pas bon, et on va expliquer. Donc, voici la Fleet Air Arms. Cet avion et son grand frère, le SCUA, sont uniquement des avions utilisés par l'aéronautique et l'aéronavale anglaise. Ce sont des avions qui ont vocation à être embarqués ou utilisés depuis des bases terrestres. Donc leur rôle est intimement lié aux opérations de la Royal Navy. Ils n'ont pas vocation à aller se battre sur le continent français. Ils sont là. Là où il y a des avions, là où il y a des bateaux, il y a cet avion. Qu'il soit embarqué à bord d'un porte-avions ou pas, d'accord? Donc on va parler d'un autre avion qui est son grand frère, d'accord? Qui est le SCUA. Le SCUA, est-ce que vous reconnaissez un peu ce qui se passe là? Voici le Rock. Voici le SCUA. Vous trouvez pas qu'il y a un air de ressemblance flagrant? Hein? Regardez. Hop. 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 Donc ouais, le SCUA, il va voler pour la première fois en 1937. Et le SCUA est le bombardier en piqué de la Royal Navy. C'est un avion qui va être embarqué jusqu'en... Bon, il va être remplacé entre autres par le Fairey Battle. Pardon, par le Fulmar. Mais c'est pendant quelques années, pendant quasiment 2 ans, le bombardier en piqué, embarqué de la Royal Navy. Ils vont en faire près de 200 de cet avion. Pourquoi j'en parle? Parce que le Blackburn Rock pourrait presque être vu comme une variante du SCUA. Même s'il va y avoir une refonte totale de l'avion et compagnie. Vivement le Paul Bolton, on va en parler du Defiant, puisqu'il est issu du même programme d'armement à pas grand chose près. On va en reparler ce soir. Donc voilà les SCUA sur le pont de l'arc du porte-avions Ark Royal. Donc c'est un bombardier en piqué. D'ailleurs, c'est pas un mauvais bombardier en piqué. Il manque cruellement de vitesse. Mais rappelez-vous que même le Stuka, lui aussi, manquait cruellement de vitesse. Mais il se défend pas trop mal, le SCUA, en bombardier en piqué. Et donc voilà notre avion. Donc cet avion, il va voler un an avant le SCUA. Pardon, avant le Rock. Le Rock qui est son petit frère, on va dire ça comme ça. En tout cas, à l'époque dans la Royal Navy, en Angleterre en général, il y a un courant doctrinal et technologique autour des chasseurs à tourelles. D'accord? Vous pouvez noter sur l'artwork qu'une spécificité de l'armement du Rock, c'est qu'il n'a aucun armement frontal, mais il a cette tourelle arrière avec 4 mitrailleuses de 7.7. C'est extrêmement curieux comme design. Je veux dire, jamais dans la Seconde Guerre mondiale on voit ça. Généralement, on privilégie... Est-ce que c'est un chasseur monomoteur monoplace? Il est un peu avec le cul entre deux chaises, puisque c'est un biplace. Vous avez un pilote, un opérateur de la tourelle, et tout l'armement est dans la tourelle arrière. Donc ça, c'est pas Blackburn ou alors Bolton qui ont fait leur vie. C'est que il y a des gens
haut placés qui pensent que c'est viable sur le champ de bataille, que ça va peut-être même être des super avions, d'avoir juste un énorme armement en tourelle, sachant que la tourelle, elle peut tourner sur les côtés et tout ça. Et des gens se disent de bonne foi que cette chose est viable, d'accord? Donc nous, moi aujourd'hui, vous avez vu que je dis que cet avion est merdique. Mais je juge avec ce qu'on sait de l'histoire. En 36-37, on ne sait pas ce qui va arriver à cet avion, au combat. On ne sait pas. Et on se dit que peut-être cette voie technologique, cette voie doctrinale, est potentiellement un bon choix. Un bon choix. Donc ils vont miser là-dessus. Et on va avoir l'US Air Force qui va demander son propre programme, qui va donner naissance au Bolton Paul Defiant. Et on a aussi la Fleet Air Arms qui va demander son propre avion. Et pour des raisons logistiques et pratiques, on a Blackburn qui va directement prendre un avion déjà opérationnel sur porte-avions qui est le SCUA. Et ils vont faire une variante du SCUA. C'est quand même vachement pratique d'avoir le même moteur, même avion, avec juste 2-3 détails qui changent. L'angle de la tourelle, ça tourne, d'accord? La tourelle peut tirer sur les côtés. La tourelle, elle peut tirer hop, 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 d'accord? Donc, alors ouais, voilà par quoi va être remplacé le SCUA. Pour ceux qui en douteraient, voici le remplaçant du SCUA. Donc le SCUA qui va même pas faire la guerre, il va être remplacé par cette abomination qui est le Fairey Fulmar. C'est une des premières implémentations du Rolls-Royce Merlin. À l'époque, le Merlin n'est pas encore le superbe moteur qu'on connaît qui ira dans le Spitfire. C'est les premiers Merlin qui sont pas forcément bons. Et voilà ce qui va remplacer le SCUA. Donc le SCUA va déjà disparaître très rapidement. Et en décembre 38, donc on est déjà pas loin de la guerre, on va avoir... Regardez-le. Donc ça, c'est le prototype. Hein, c'est le prototype du Rock. Je me suis même trompé, hein, c'est décembre 37, pardon. Regardez-le. Donc c'est un espèce de SCUA on a retravaillé... Quelle horreur! Ah, il est moche, hein. On a entièrement retravaillé tout le cockpit et tout pour pouvoir mettre une tourelle à l'arrière. Tourelle à l'arrière avec 4 mitrailleuses. Le problème. Donc cet avion, c'est un SCUA, d'accord? Sauf que le SCUA... Donc, vous pouvez imaginer, ces espèces d'avions à tourelle, c'est des chasseurs? C'est quoi exactement? Et là, on rentre dans le... Nous, on a notre vision un peu moderne de la guerre, on a compris quelques trucs en termes de doctrine et d'avion. Vous voulez un chasseur, vous allez faire un intercepteur pur, vous allez faire un BF-109, vous allez faire un Spitfire. Vous pouvez pas avoir le cul entre deux chaises. Sauf que ce machin-là, c'est un chasseur, mais il est issu d'un bombardier en piqué. Sauf que le SCUA, il se traîne à même pas 300 km/h. Et bah ce machin-là, c'est la même chose. Vous avez un chasseur qui est à 300 km/h. Dans quelle catégorie d'avion il se place? Et les Anglais eux-mêmes ne le savent pas, c'est un avion multirôle. Sauf que c'est la mauvaise façon de faire un avion multirôle. Et les Anglais ne le savent pas encore. En tout cas, regardez à quoi ressemble notre prototype. Donc là, on voit bien la tourelle à l'arrière. Comme je dis, ils vont retravailler pas mal de choses. L'avion ne vole pas forcément mal, mais... Vous voyez le moteur? Le moteur, c'est un Pegasus. On a traité d'un autre avion il y a très longtemps qui a un Pegasus. Donc comprenez que c'est un chasseur. Hein. Le Pegasus, il est dans le Westland Lysander. C'est le même moteur. Le Westland Lysander, incroyable avion, mais c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir pour faire du combat aérien. Hein? Il a le même moteur que le Rock. Voilà. Vous voyez, vous commencez à voir un peu le problème. C'est un vieux moteur, sous-motorisé, et on est censé avoir un chasseur, mais on se retrouve avec un machin... on se retrouve avec un machin qui... Ouais, on sait pas où le mettre cet avion. Donc voilà la tourelle arrière. Donc la tourelle coulisse, d'accord? En hauteur, latéralement, donc vous avez un opérateur dont le seul boulot, c'est de faire ça. Donc c'est un espèce de... On sait pas trop ce que c'est cet avion. C'est un chasseur, ouais, mais il a toutes les caractéristiques d'une mule. Vous pouvez pas le fait de mettre 4 mitrailleuses dessus, vous allez pas transformer votre mule en cheval de course.
D'accord? Comprenez que cet avion, il vole en 38. Il va rentrer en service en 39. À cette époque, il y a déjà des BF-109, les mecs. Il y a déjà du BF-109, il y a le Hurricane vole depuis déjà 3 ans. Le Hurricane, il a volé pour la première fois en novembre 35. Vous vous rendez compte, c'est pas... Cet avion a un énorme problème de... C'est pas le design en soi, mais c'est la pensée, c'est la doctrine. C'est la doctrine, c'est... pardon. Comment est-ce que le Hurricane vole 3 ans? Le Hurricane, qui est une des merveilles de sa génération. Et il y a son grand frère, le Spitfire, qui va voler 1 an après. Comment on fait voler un Hurricane et un Spitfire? Et on se dit qu'en 38, c'est bon de faire voler ça? La question se pose. Il y a des gens qui pensent, de bonne foi, que les chasseurs à l'époque à Tourelle ont, avec tout l'armement vers l'arrière, ou alors capables de tourner, ont un avenir. Tout ça, c'est de la doctrine. Tout ça, c'est de la doctrine. Donc, il y a des gens qui le pensent. Donc, la marine va commander... La marine va commander le Roc. Et dites-vous que... Vous comprenez que c'est pas que la marine. C'est un engouement qu'il y a en Angleterre, dans les hautes sphères, de l'armée de l'air en général. Et la Royal Air Force va commander un autre avion que vous connaissez, qui est le Bolton Paul... le Bolton Paul Defiant. Qui est lui aussi, je trouve, un superbe avion. On voit que c'est pas le même design. On voit qu'ils ont un moteur en ligne, alors que le Pegasus était un moteur en étoile. Mais on retrouve la même tourelle et le même principe issu de la même doctrine. Donc là, vous avez... Ils vont en faire 1000 de cette merde. Ils vont en faire 1000. Et c'était une sacrée bouse, cet avion aussi. Hein. Voilà. Hein. Donc là, vous avez le Bolton Paul Defiant, qui est issu de la même doctrine, de la même façon de penser, mais ça équipe pas le même secteur. Là où le Roc va aller dans l'aéronautique anglaise, l'aéronavale, pardon, vous avez le Bolton Paul Defiant qui va aller dans la Royal Air Force. Ça rajoute combien de poids à un tel système? C'est pas tant le poids que tout le redesign autour d'avoir un deuxième membre d'équipage. Là où la Hurricane, comprenez que les Hurricanes, Spitfire, BF-109 ne le savent pas encore, mais ils sont en train de rentrer, ils sont en train d'amener l'âge d'or du chasseur monoplace, monoplan, monomoteur. Vous voyez? Les Anglais ne le savent pas encore, mais leur design là est voué à l'échec. Parce que si vous n'êtes pas un chasseur dans le ciel, si vous n'êtes pas un chasseur, vous êtes une proie. Il n'y a pas de juste milieu. Et il y a les Allemands, on va reparler des Allemands. Les Allemands ont aussi fait des erreurs. Là, je casse du sucre sur cette doctrine qui est vouée à l'échec. Mais il n'y a pas que les Anglais qui vont faire de la merde. Il aurait pu être un bon chasseur de nuit, il aurait pu. Mais quand tu as un Mosquito, quand tu as le Mosquito qui est là, ton Bolton Paul Defiant, là, tu peux te le mettre au cul. Parce que le Mosquito est absolument incroyable. Voilà. La tourelle du Defiant, c'est 600 kilos. Putain, tu m'étonnes que l'avion est pâteau comme tout. Donc ouais. Donc vous voyez que c'est pas juste le Roc qui est mauvais et l'avion qui est mauvais, plus que la doctrine et la façon dont cet avion a vu le jour. Pour faire simple, ces avions n'auraient jamais dû voir le jour. Mais je dis ça parce que je sais que c'est des échecs. À l'époque, ils se disent, ces avions avec leur puissance de feu qui peut tourner presque à 360 degrés, sont possiblement un atout redoutable sur le champ de bataille pour aller taper des bombardiers et tout. On n'a aucune idée à l'époque d'à quel point les Spitfire, les Hurricane et les BF-109 vont être archi dominants sur le champ de bataille. On ne le sait pas. Pourtant, il y avait des signes avant-coureurs avec la guerre d'Espagne, mais dites-vous que même les Allemands ne vont pas apprendre de ça. Donc ouais, voilà le magnifique Bolton Paul Defiant. D'ailleurs, c'est Bolton qui construiront les Blackburn Rock. Hein. Blackburn, il design, et c'est Bolton qui va récupérer le contrat. Donc chez Bolton, on construit en même temps les Defiant et le concurrent sur les chaînes de montage côte à côte. Hein. Donc ce sont des avions, je trouve, visuellement, comme je dis, quelqu'un disait steampunk. Je trouve qu'en effet, ce sont des très beaux avions. Malgré le fait qu'ils sont condamnés à l'échec, doctrinalement parlant. Ce sont des très très belles machines, je trouve. Voilà. Donc ouais, donc c'est pas que le Roc qui est mauvais, c'est toute la doctrine entière qui a permis l'émergence de ces systèmes. Voilà. Mais ils ne le savent pas encore. Ils vont le découvrir très rapidement là-dessus. Maintenant, je vais faire un parallèle. Là, je dis que la doctrine n'est pas bonne, mais il y a d'autres personnes qui vont faire de la merde, et on va parler d'un autre avion. Un avion que j'ai déjà traité il y a très longtemps. Voici le BF-110. BF-110, un avion emblématique.
il est issu d'une doctrine des années 30 où les Allemands croient dur comme fer, comme les Anglais avec les tourelles, qu'un chasseur bimoteur, double place, biplace, bimoteur, peut tenir la dragée haute à des chasseurs monoplace, monoplan. Et les Allemands vont développer le Bf-110 dans l'idée qu'avec son armement frontal, il peut aller au carton face à des Hurricane ou des Spitfire. Ils vont en être durs comme fer. Ça aussi, c'est une doctrine, le Bf-110, donc la doctrine des Esterers, que les Allemands appellent ça, les destroyers, qui va subir de plein fouet la réalité du terrain. Les Anglais auront leurs tourelles, les Allemands auront les Bf-110. Les Bf-110, lorsqu'ils vont être confrontés à des chasseurs français, ou alors, pire après, aux Hurricane et Spitfire, toute la doctrine va s'effondrer comme un putain de château de cartes. Ils vont comprendre que, rappelez-vous, vous êtes soit une proie, soit un chasseur. Le Bf-110 est une proie. Au point que pendant la bataille d'Angleterre, les Allemands seront forcés d'escorter leur Bf-110 avec des Bf-109. L'ultime aveu d'échec. Donc, il n'y a pas que les Anglais qui ont fait de la merde. Les Allemands aussi. Et c'est vrai que le Bf-110 va être retiré en 40. Après l'été 40, va être retiré des unités actives. Et on ne sait plus trop quoi en faire du Bf-110. On sait que grâce à l'émergence de la chasse de nuit, il va se trouver une nouvelle carrière dans la chasse de nuit où il va devenir une terreur avec entre autres les radars, les Schräge-Musik et jusqu'en mai 45, on continuera à voir les Bf-110 G4, G6 qui feront le coup de feu dans les vagues de bombardiers du Bomber Command. Donc c'est preuve que même si vous avez potentiellement un mauvais design, ça ne veut pas dire que l'avion ne sera pas bon, peut-être à autre chose. Le Bf-110 a eu la chance d'arriver au bon endroit, au bon moment, là où le Rock et le Defiant, ils ont essayé de faire d'un chasseur de nuit du Defiant. Malheureusement, il y avait le Mosquito qui arrivait. Et le Mosquito est un des meilleurs avions de sa génération. Voilà. Mais le Bf-110 est un exemple similaire de doctrine, d'accord? Pas d'esthétique ni de design, ok? Mais de doctrine loupée des années 30. Donc ils ont essayé quelque chose. La réalité du terrain les a mis face à leurs échecs. On retire l'avion du service. Et puis peut-être, avec un peu de chance, on lui trouve une autre carrière. Le Bf-110 a eu cette chance incroyable de devenir un redoutable chasseur de nuit. Voilà. Donc ouais, donc notre Rock, dites-vous qu'ils mettent tellement, ils ont tellement la confiance. Le Mosquito est une anomalie magnifique, absolument. Superbe avion, le Mosquito. Très bon avion. Exceptionnel avion. Comme je dis, un des meilleurs de sa génération. Dites-vous que... Attendez, celui-là... Regardez. Encore là, un Rock qui sort d'usine. Donc les avions vont commencer à sortir comme des petits pains au printemps 39. Il arrive pile poil pour la Seconde Guerre mondiale. Hein. Vraiment, on en attend beaucoup, même s'il y a déjà des gens à l'époque, les pilotes et tout ça, qui s'en plaignent. L'avion est pâteau. Qu'est-ce qu'on fait de cet avion? D'ailleurs, ils vont lui mettre des bombes. Vous savez que là, sous les ailes, vous verrez des crochets sous les ailes. Il peut prendre 8 bombes, je crois. 8 bombes de 14 kilos, je crois, ça fait... il peut prendre quasiment 100 kilos de bombes. Comme s'il était... Comme je dis, on en fait quoi de ce machin? C'est un bombardier? C'est un bombardier en piqué? C'est un chasseur? On en fait quoi de ce machin? Et les Anglais vont commencer à se rendre compte à cette époque qu'ils ont un problème avec ce design, avec tout. On en fait quoi de ce machin? Je débouche, regardez, hop. Ils vont se dire que... Bah, on va en faire aussi un hydravion. Hein? Pourquoi pas? Donc ils vont prendre le Rock, qui est déjà lent as fuck pour un chasseur, puis on va lui mettre... on va en faire un hydravion. Donc là, vous avez le prototype du floatplane, hydravion. Voilà. Vous pensiez qu'il était lent? Alors là, histoire d'empirer les choses, là c'est la cata. Le machin, il se traîne à 200 km/h. Et vous vous demandez, mais ça sert à quoi? Alors, un hydravion peut être toujours intéressant pour faire certaines choses. D'ailleurs, très intéressant pour aller faire du sauvetage en mer et tout ça. Éventuellement, là c'est juste pour votre défense personnelle que vous avez une tourelle de bombardier, quoi. Hein? Vous verrez les B-17 avec des tourelles similaires. Bah là, pourquoi pas? Ça va pas voir le jour parce que, à l'époque, on est encore avant-guerre, ils s'imaginent que ça, c'est un chasseur. Bah là, vous n'allez pas faire de la chasse avec ça, quoi. Ou alors vous tombez sur un hydravion adverse.
D'ailleurs, une des rares victoires, ou possiblement victoires homologuées, c'est contre c'est contre un autre hydravion allemand. Voilà. Mais ça va pas voir le jour. Mais je trouve l'anecdote amusante qu'ils aient, à l'époque où ils pensent encore qu'ils vont faire quelque chose de cet avion, qu'ils aient tenté de faire des variantes, dont une variante hydravion, ce qui tient la route vu que ça avait vocation à bosser pour la Royal Navy. Voilà. C'est un avion anglais, ouais. C'est un avion anglais, absolument. Donc ouais, donc l'avion va rentrer en service à partir du printemps 39. Là, regardez, vous voyez un peu les mitrailleuses, comment elles sont levées au maximum. Donc c'est limite un Schrägmusik. Donc la Schrägmusik, la musique folle, c'est le dispositif que les Allemands ont inventé pendant la Seconde Guerre mondiale pour faire de la chasse aux bombardiers, pour tirer à la verticale. D'accord? Vous aviez des Bf-110 au radar, ils s'incrustaient sous les bombardiers, et ils tiraient à la verticale au canon de 20. Comme ça, vous faisiez exploser les bombardiers en tapant dans les bombes directement. Ils appelaient ça la Schrägmusik, la musique folle. Donc vous aviez de l'armement frontal et en même temps de l'armement vertical. Donc là, vous avez limite. C'est pour ça souvent les gens disent ça aurait pu faire de bons chasseurs de nuit, parce qu'ils avaient déjà une certaine vision que ces avions pouvaient... il leur faut après un radar, mais le problème c'est qu'ils manquent de performance aussi. Ces avions sont notoirement lents. Et on veut pas de chasseurs de nuit lents. Il faut de la vitesse d'évasion et tout ça. Là où le Bf-110 a de bien meilleures performances, justement. Voilà. Donc là, vous avez les premières photos en vol où on voit un petit peu la polyvalence de l'armement. Ça tire pas juste derrière. Ça peut vraiment tirer quasiment, pas à 360, mais presque. Voilà. Pourquoi un manque de retour d'utilisation des avions lors de la guerre d'Espagne? Faut comprendre que la guerre d'Espagne n'est pas si... la guerre aérienne en Espagne, les Allemands ont fait la même erreur. Hein? Dis-toi que si les Allemands, qui ont été quand même un participant majeur dans la guerre aérienne, ont fait la même erreur, les Allemands, en fait, ils n'apprécient pas la puissance et surtout à quel point les modèles d'avions vont évoluer rapidement en termes de performance. Les Allemands n'apprécient pas, les Anglais encore moins. Et c'est vrai que les deux camps vont commettre cette erreur de vouloir faire des chasseurs hybrides. On va les appeler des chasseurs hybrides. Sauf que si tu veux survivre dans le champ de bataille, c'est soit t'es le chasseur, soit t'es la proie. Et bah, les Allemands vont commettre cette erreur, tout comme les Anglais, avec les chasseurs à toile. Donc on a quelques très très belles photos des Rocs, hein. Ça reste, comme je dis, un très très bel avion. Là, vous le voyez avec les supports à bombes. Vous les voyez, les supports à bombes sous les ailes? Hop là. Même un Bf-110 peut bouffer cet engin, sans aucun doute. Le 110 est un redoutable avion de combat dès que tu lui opposes des avions un peu plus faibles. Par exemple, le Bf-110, on va pas voir ses faiblesses pendant la campagne de Pologne. Les Allemands vont être même confortés que la doctrine des Estereurs, des Bf-110, est une bonne doctrine à cause de la guerre de Pologne. Et puis d'un coup, la production était limitée. Oh, ils en ont fait moins de 140 de cette merde-là. Alors que le Bolton Paul Defiant, ils en ont fait plus de 1000. Hein. Donc là, ça, c'est une micro-production. Voilà. Donc là, voilà l'avion. Bon, vous voyez que c'est pas... Donc n'oubliez pas qu'il y a un deuxième membre d'équipage dans la tourelle à l'arrière, d'accord? C'est un biplace. Donc c'est un biplace avec un moteur de Lysander. Il se traîne, il est pâteau. Qu'il est pâteau. C'est con pour un chasseur, hein. Quand vous devez aller chasser du Junker 88 ou des trucs comme ça. Ça pique, hein. Donc ouais, on a quand même des... ça fait des belles photos. Matez un peu les monstres. Hop là. Voilà. Donc l'avion va commencer sa carrière opérationnelle juste pour la guerre. Bah dites-vous qu'il va pas rester longtemps en service. Hein. Il va rester... Allez, 8 mois en service. Allez, ouais, 8 mois. Il verra même pas l'été 40 en service. On va le retirer du service le plus rapidement possible à l'été. Parce qu'on se rend compte que bah, il est merdique. Vous avez un avion qui se traîne. On découvre qu'il y a des Bf-109E en face. Et que les Bf-109E et même les Bf-110 croquent ça à l'apéritif. Voilà. Donc ouais, on a quelques jolies photos. Donc rappelez-vous que c'est pas un avion de la Royal Air Force. On va les voir en Norvège. On les verra pendant les opérations de débarquement en Norvège où ils vont couvrir la flotte anglaise. On les verra dessus Dunkerque. On les verra attaquer... On les verra même faire du strafing et larguer quelques bombes pour essayer de couler des vedettes... allemandes. Ils ont une victoire
Une victoire aérienne. Un Junker 88 qui a pas eu de chance. Voilà, c'est leur seule victoire homologuée au ROC de toute sa carrière opérationnelle, de ses 8 mois de carrière. Un avion homologué, une poignée endommagée. Et bah, les Anglais vont se rendre compte. Que bah, leur avion c'est de la merde. Que le Blackburn ROC, de par sa doctrine pour laquelle il a été créé, que la doctrine est totalement merdique à cause de cette supériorité aérienne terrifiante des monomoteurs monoplaces métalliques, hein, tout simplement. Hein. Les BF-109 et les 110 font la loi, surtout les BF-109. Il était bourré le Junker 88, je dirais qu'il a pas eu de bol, hein. Il est passé devant là, et puis... Allez, je l'ai eu. Ça t'est jamais arrivé à War Thunder de tirer au hasard là, et puis d'un coup t'avais un mec, tu sais pas comment. Donc ouais, regardez la taille de l'avion. Il est monstrueux. C'est une des particularités du ROC. C'est que il est énorme. C'est un énorme avion. Il est très 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 gros, avec un moteur pas adapté pour. Et il est énorme. On s'en rend pas compte. Là la photo, je vous mets une photo avec un pilote. Un BF-109 est peut-être 2 fois plus petit que ce machin. Voilà. Donc ouais, le problème c'est que si tu veux lui mettre du plus gros calibre, bah tu vas l'alourdir encore plus. Mais dans ce cas-là, c'est pas un chasseur que tu veux, c'est autre chose. Non, c'est la doctrine qui est fausse. Lui mettre des canons de vin ou une doucette va rien changer. Hein. Voilà. Hein. Rappelez-vous que les armements en tourelle, à la fin, c'est des armements défensifs. Sauf que lui a vocation à être une arme offensive. C'est pas une arme de défense. Il est censé attaquer les bombardiers ennemis. C'est une arme d'attaque. Le problème, c'est que les bombardiers ennemis, s'il y a de l'escorte et il y a des BF-109, ah bah c'est vous qui allez être la proie. Hein. Donc ouais, les Anglais vont se rendre compte très très vite, en quelques mois, que bah, ils ont fait fausse route. C'est une impasse technologique, ce machin. Voilà. Aussi beau soit-il, en termes de design. Donc là, vous avez vu comment la tourelle est tournée. Vous avez vu comment la tourelle est tournée comme ça. Donc vous avez vu un peu, ça vous permet de voir un petit peu la... Et elle tourne vite, la tourelle. Hein. Voilà. Donc vous avez, à l'intérieur, vous avez le mec avec un espèce de joystick qui peut faire tourner la tourelle. Et il a l'armement et il appuie, quoi. Là, c'est curieux. Hein. C'est curieux. Hein. Il peut rattraper la Lincoln 111. Ouais, je pense qu'il peut rattraper des bombardiers allemands chargés, même des Dornier d'O-217. Le problème, c'est que, 1, les bombardiers allemands ont aussi de la protection, et 2, ils vont être... À l'été 40, ils seront très souvent escortés par des BF-109. Et il se passe quoi quand tu te fais choper par une farm de 109? Quand t'essaies d'attaquer des bombardiers, eh ben c'est toi qui va prendre la bite. Et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et n'oubliez pas qu'il n'est pas fort. Il est là pour protéger des bateaux. C'est un avion de protection de flotte. C'est pas un avion... On sait pas où le mettre, cet avion. Voilà, on sait pas le mettre. À ce compte-là, autant avoir des Spitfire ou des Hurricanes sur votre porte-avions. De navaliser le Spitfire, ce qu'ils feront d'ailleurs. On aura des Spitfire sur porte-avions. Parce que ce machin-là, il sert à rien en fait. En termes de doctrine, la doctrine est un échec. Et vu que la doctrine est un échec, tous les avions qui découlent de cette doctrine sont des échecs. Que ce soit le ROC ou le Bolton Paul Defiant. Pourtant, elles sont belles les photos, hein. Il y a un côté steampunk, hein, mater un peu les monstres. Sacrée machine, hein. Hop là. Belle machine, hein. Donc vous verrez, j'ai jamais trouvé de photo avec les bombes. Là, vous verrez sur les versions tardives, donc ça c'est vraiment les versions qui sont opérationnelles en 40, vous avez systématiquement les supports à bombes. Mais je pense que les mecs voulaient pas de bombes, parce que, vous êtes déjà super lourd et lent, vous voulez pas vous coltiner 100 kilos de bombes en plus, quoi. Donc ouais, j'ai trouvé aucune photo avec des bombes, mais je sais qu'ils en ont largué quelques-unes, et qu'ils ont fait un peu de strafing de bateaux allemands dans la Manche. Voilà. En tout cas, l'avion est tellement nul que la Royal Navy, elle va se dire, écoutez, on n'en veut plus de votre merde, là. Donc dès fin printemps, été 40, ça va dégager. Voilà. Ça va dégager, et ils vont les envoyer au Air Sea Rescue. Vous voyez, quand vous avez un avion de merde, on va les envoyer faire du sauvetage en mer. Ou faire de la reconnaissance pour trouver les pilotes tombés à l'eau.
Donc ça, c'est vous savez, quand on vous met au placard. Quand on vous met au placard, qu'on sait pas quoi faire de vous, on vous envoie dans le département où bah, y a tous les ratés. Vous voyez, il y a tous les avions de merde et tout ça, bah, on vous envoie au Air Sea Rescue. Donc pendant 1 ou 2 ans, cet avion va juste, on va les désarmer et il ira faire de la reconnaissance dessus la Manche pour trouver les pilotes tombés à la flotte. Parce que bah, c'est le seul endroit où on veut bien de lui. Il va aussi tirer des planeurs. On va le transformer en avion pour tirer les planeurs. Puis les chaînes de montage sont éteintes. Et en 44, il n'y a plus un avion qui vole. Ils sont cuits. Bon, il y en aura quelques-uns à décollage aussi, sans aucun doute. Tirer les planeurs pour les cibles. Donc tirer les planeurs pour entraîner les mecs en Beaufort. Hein. Je ne vois pas de tirer des planeurs de combat. Tirer les planeurs cibles pour entraîner les mecs au Beaufort. Au tirer au Beaufort. Voilà où finit cet avion. Et ça, dès 40. Vous ne méprenez pas, hein. Quand un avion a une carrière opérationnelle aussi brève et aussi nulle, on sait que l'avion est merdique. Voilà. Mais le pauvre Rock n'est que l'enfant de la doctrine qu'il a aidé à voir le jour, en fait. Voilà. Donc ouais, il n'y en a aucun qui a survécu. Et comme je dis, dès 43, 44, il n'y en a plus. Ils en ont pas fait beaucoup, moins de 140. Et... ah bah c'est pas brillant. C'est pas brillant. Mais il existe. Il existe. C'est un bel avion. Et c'est bien de connaître cette doctrine des chasseurs à tourelle. Donc les Anglais ont misé là-dessus. Ça a été un échec rutilant. Et ils n'ont pas réussi à trouver une nouvelle carrière à ces avions. Comme les Allemands ont trouvé avec le Bf-110. Mais le Bf-110, c'est encore un meilleur avion, vous voyez. Le Bf-110, en termes de design, est potentiellement un bon avion. Et c'est pour ça que dans la chasse de nuit, il a brillé. C'est que c'était un bon avion qui a trouvé une nouvelle voie. Mais il est pas moche, il est juste pas bon. Ouais. On pourrait terminer sur ça. Il est pas moche, il est juste pas bon. Il arrive obsolète face à des avions terrifiants que sont les Bf-109 et aussi des pilotes terrifiants. Vous avez les Allemands là qui arrivent avec des pilotes qui ont déjà toute la campagne de Pologne et la guerre d'Espagne. Et bah, les pauvres machins là, vous tombez sur ça. Donc ouais, les Anglais vont se rendre compte de leur échec. Et le meilleur moyen quand vous avez échoué, c'est de pas de persister dans l'échec. Vous passez vite à autre chose. Vous dégagez, hop, voilà, allez, casse-toi, hop. Vu que c'est quand même beaucoup d'avions, beaucoup d'investissements, on va essayer de les rentabiliser dans des tâches secondaires de logistique, comme le Air Sea Rescue, ou tirer des cibles. On va essayer de pas trop les casser trop vite. Mais voilà, les Anglais vont faire de la place. Et c'est pour ça que cet avion n'est pas connu. Et il a disparu aussi vite. Ils en ont pas fait beaucoup, il a été peu utilisé, et les rares fois où il a été utilisé, il était particulièrement inefficace dans son rôle. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Donc un bel avion de merde, mais ça veut pas dire qu'on doit pas le connaître. Donc voilà, le Blackburn Rock, et peut-être qu'un jour on parlera de son cousin, plus en détail. Je crois qu'il est dans la liste, hein. Comme dit, moi j'aime beaucoup ces avions en termes de design. Mais peut-être qu'on parlera du Bolton Paul Defiant, parce que eux, ils en ont fait plus de 1000. Et ils ont vraiment essayé d'en faire un chasseur de nuit viable. Comme les Allemands avec le Bf-110. Vous voyez, votre avion a échoué, vous lui trouvez une nouvelle tâche. Surtout que rappelez-vous, quand j'avais fait un HS sur la chasse de nuit, je vous avais dit que tout était à construire dans la chasse de nuit. Tant du côté anglais qu'allemand, on est parti de zéro. Donc on a pris comme avion les rebuts de ce qu'on pouvait pas faire voler de jour. Donc on récupère les avions, les Bf-110 d'un côté, les Bolton Paul Defiant de l'autre, et on essaie de ferrailler, hein. Cannibaliser, ferrailler. À l'époque, on s'en fout de garder dans les musées, hein, ça coûte cher, on ferraille tout. Hein. On a ferraillé des dizaines de milliers d'avions à la fin de la guerre et tout, parce qu'on savait pas quoi en faire. Hein, voilà. Ne pas persister dans l'échec, il faudrait dire ça à l'industrie du jeu vidéo, absolument. J'aime le terme anglo-saxon cut the losses. C'est ok, t'as échoué, t'as fait de la merde, on arrête tout maintenant et on passe à autre chose et on essaye autre chose. L'erreur est humaine et l'échec aussi. L'important c'est d'apprendre de ses erreurs. Donc ouais, voilà pour notre Blackburn Rock. Donc toi là, toi qui m'as fait chier avec ton avion pourri là. J'ai réussi à tenir presque 45 minutes. J'ai dû creuser, hein. J'ai creusé avec un marteau-piqueur, hein, pour trouver quelque chose à dire sur cet avion, hein, parce que c'est pas brillant, hein, voilà.
mais des mauvais avions. Il y en a pas mal pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ils sont souvent liés à des mauvaises doctrines, à des mauvaises idées qui ont été mises en pratique, d'accord? Comme je dis que c'est un mauvais avion parce que on le sait avec l'histoire. Mais avant, avant 1940, ils ne le savaient pas que c'était une mauvaise idée. Ça aurait pu être une idée incroyable, un superbe avion de dingue, le futur de la guerre aérienne. Eh ben non, pas du tout. C'est le terrain qui a décidé. Voilà, bon, 44 d'exagération, enfin. Bon, je m'arrête là. Bon, je vais pas refaire du Eregion encore. Demain, je relancerai Memoriapolis, un petit city builder sympa. Et il y aura un Phi, Ten Green et Braze qui seront là en soirée. Et on continuera notre petit run sur Anno 1404. C'est quoi la semaine prochaine? Bonne question, j'en sais rien. Oh, Bubu 5 subs. T'es chaud, mec, merci beaucoup. J'espère que tu peux te permettre d'en faire péter autant. Hein. Bon, bah écoute, c'est Bubu qui va décider. Bubu Bubu Alors, j'ai le Aichi E3 Jake, j'ai le SBD Dauntless, j'ai le Messerschmitt 410, le B6N, je crois qu'on l'a déjà fait, A26 Invader, je crois qu'on l'a déjà fait, Telrofo. Oh là là là. Merci mec. Ça offre des subs. Ah, le B24 est pas dans la liste là. Hein. Pas assez puissant pour porter une torpille. Je suis même pas sûr. Vu comment il est lent. Alors, à voir. Parce que bon, quand on voit ce qui porte les torpilles en 40 et 41. Oh, Verneto, ça suffit. STG 44. J'ai pas déjà fait le STG 44? Ouais, non, j'ai fait le... J'ai fait le FTG, le flingue des parachutistes. Le Dornier 17, Bubu. Écoute, il est dans la liste, le Dornier 17. Le crayon volant. Allez, t'as gagné. Le FG42, je l'ai fait. Mais j'ai pas fait le STG 44 dans les... Allez, Do 17, je vais essayer de m'en souvenir, Bubu. T'as gagné la timbale, c'est tombé sur toi, t'as le droit de choisir. Voilà. Maintenant, le B24. Écoute, on va faire le dernier 17 et on fera le B24 peut-être la semaine prochaine, ok? Si j'y pense, je vais essayer d'y penser, faudra me rappeler. Pas de STG 44? Bah écoutez, on va faire un sub-goal STG 44. D'accord? On va faire un sub-goal STG 44, voilà. Donc on va faire ça. Do 17, B24, STG 44. Ça vous va? Voilà, ça me va. J'adore le dernier 17, j'ai le B24 aussi. Voilà, on se fera un petit... On parlera du STG 44. Il y a beaucoup de choses que les gens connaissent pas sur ce flingue. Ils ont tendance parfois à le mettre un peu... En faire un peu trop une arme incroyable alors que... Il avait ses problèmes, le STG 44. C'était une belle arme, mais aussi une arme à problème. Mubok 3 G plus pour le STG 44. Écoute, on le fera prochainement, le STG 44. Figurez-vous que je pensais dur comme fer que j'avais fait le STG 44. Il chauffe le STG. La différence entre une photo de propagande... Vous verrez souvent des soldats allemands qui portent des STG, d'accord? Si le soldat allemand n'a pas de gants, ça veut dire que c'est de la propagande et qu'il ne tire pas avec. Un soldat allemand qui a un STG et qui a des gros gants, ça veut dire que c'est probablement pas une photo de propagande. Parce que le canon, l'arme chauffe tellement que vous ne pouvez pas tirer sans des énormes gants. Ça pose un problème pour l'utilisation de l'arme. Il y avait un STG, les premiers STG arrivent très tôt dans la guerre. Il y a les Fallschirmjäger à 40 ans qui ont déjà les premiers STG à l'ouest. Et après, il y a les STG 43. Donc on a déjà les premiers tests de STG qui arrivent sur le front de l'Est en 1943. Voire même, je crois, dès fin 42, il y a les premiers protos et compagnie. Bon, écoutez, je m'arrête là, c'est pas le sujet. Ouais, donc demain, Memoriapolis en début d'après-midi, Anno 1404 en soirée, et puis Dornier 17 la semaine prochaine. Voilà. Et sinon, bah, passez une bonne semaine, bonne soirée. Puis bah, moi, je vous dis ciao, ciao, ciao. Salut tout le monde, bye bye.